tout ce dont nous vivons aujourd'hui. Comme j'ai donné l'image de la source, le retour aux sources. Mais on ne dit pas pourquoi on a abandonné la source. Si c'est que cette source produisait de bonnes eaux, pourquoi sommes-nous donc partis? Si on revient à la source et qu'on a mis du temps avant de revenir, pourquoi on n'imagine pas que cette source a poussé des ronces? Si vous n'habitez pas une maison et que vous revenez 2 ans après, vous espérez que le sarclage que vous avez fait avant de partir est le même que vous allez trouver? Non. Pendant le temps où on était absent, il faudrait qu'on se dise que cette source où on revient, peut-être elle n'est même plus visible. Peut-être elle est occupée par des animaux sauvages qu'on appelle des prédateurs, des initiés qui prétendent être des initiés. Le premier travail aujourd'hui qu'il faut faire au retour aux sources n'est pas de boire l'eau de la source. Parce que comme j'ai dit, tu ne connais pas l'action des rochers, pourquoi l'eau est amère. Le premier travail aujourd'hui, c'est d'enlever les herbes qui sont là, donner de la visibilité à la source. Parce que la source n'a pas besoin de quelqu'un pour faire couler son eau. Elle coule son eau naturellement et on ne sait pas d'où cette eau sort. Pourquoi donc aujourd'hui, le retour aux sources, on doit directement aller boire? Non, on doit être enseigné. Être enseigné aujourd'hui, c'est faire les bons choix. C'est savoir que notre retour aux sources est fonction du nombre d'années que nous sommes partis et qu'on doit admettre qu'une maison qui n'a pas été balayée pendant 3 ans alors que c'est notre rôle, en revenant, il y a des habitants dans cette maison-là qui sont ce qu'on appelle des parasites. Parce que nos traditions ont des parasites aujourd'hui. Et ces parasites-là traitent les initiés de parasites, que les initiés sont des faux initiés, alors que ce sont les vrais parasites qui voudraient perdre les gens, mais ils sont les premiers à monter au créneau et à traiter les autres de parasites. Le vrai ne parle pas. Le vrai n'accuse pas. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Bombok, chez les Bassards, il n'y a pas une personne qui ne connaît pas Bobo Wayak. Ah, la fille à papa. Même au milieu des Babobok, ils savent que je suis leur fils. Tant que mon père consécrateur, Bobo Batou, me dit, continue à amener le Bok à la dimension où tu es en train de l'amener. Ah, la fille. Il n'y a rien sur cette terre qui va venir me faire arrêter mon combat. Et il faudrait que tout le monde le sache. On va tous mourir un jour, mais ce n'est pas ça le plus important. La mort ne me fait pas peur. La chose la plus importante aujourd'hui, et je vous le dis à vous tous, c'est qu'est-ce que tu laisses? Quel est le combat que tu fais? Qu'est-ce que tu laisses pour les autres? Écris ton nom avant de partir. Parce que pendant que tu es là, pendant que tu cherches à te justifier, tu n'es pas encore accompli ta mission. Lorsque tu portes un habit blanc au milieu des gens qui ont les habits noirs, vous connaissez l'histoire du jeune garçon, le signe du phare, qui parle du jeune garçon qui est arrivé dans le monde de Fatomé, que je vous ai toujours raconté. Je vous la raconte avant de vous répondre sur la question des cimetières. Vous savez, chaque enseignement pour moi, avec vous, c'est le moment de partager, le moment de sentir la chaleur. Ah, la fille à papa. C'est très, très important. Il faut bien écouter ce que je vais dire. D'accord, père. C'est un jeune garçon qui est arrivé dans le monde de Fatomé, c'est-à-dire le monde des esprits. Lorsqu'il est arrivé dans ce monde-là, il a vu un drapeau noir qui était brandi à la cour. Le garçon s'est offusqué et il a parlé à haute voix. Il a dit, le monde où moi je viens, on ne met pas le drapeau noir dans une cour où on fait des travaux spirituels. Si on veut mettre un drapeau, le drapeau doit être blanc. Pendant qu'il a dit, il a oublié qu'il n'était pas chez lui. On a rapporté la chose au roi. Et le roi a dit, quel est cet enfant qui vient remettre en question ce que je fais dans mon royaume? On n'attrapa le garçon. Devant le roi, on lui posa la question. Étant aussi audacieux qu'il était, il a dit au roi,
Vous ne devez pas mettre un drapeau noir dans un lieu où on fait des travaux spirituels. Le drapeau devra être blanc. Si vous voulez hisser le drapeau de Lisa, si vous voulez hisser le drapeau, il doit être blanc. Le roi lui a dit, parce que tu m'offenses et parce que tu apportes une doctrine qui n'est pas de mon royaume, je te mettrai dans une prison alors et je te remettrai un seau et du savon. Et tu me laveras ce drapeau jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Si après 3 jours, le drapeau n'est pas blanc, je coupe ta tête et je mets ta tête en bas de mon trône. On a mis le garçon dans la prison et le garçon a commencé à pleurer. Commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Alors que quand il quittait, sa mère lui avait donné un conseil. Sa mère lui avait dit ceci. Lorsque tu sortiras, il ne faut jamais aller dormir là où il y a les hommes. Dors toujours là où les chèvres dorment. L'alban ndap mourbenam. L'al ndap kembe. Ne dors pas dans la maison d'un homme. Dors toujours où il y a les chèvres. Pourquoi sa maman lui avait dit? Ne dors pas où il y a des hommes. Ça veut dire ne dors pas où les gens prétendent. Sois toujours humble. Reste toujours petit. Aussi petit que tu seras avec les chèvres, aussi élevé tu seras. Étant en prison, il se rappela du conseil de sa mère et il s'est dit, si moi, je n'étais pas parti, parler au milieu des hommes et que j'étais resté avec mon savoir là où il y a les chèvres, est-ce que je me serais retrouvé là aujourd'hui? Il a commencé à pleurer. Il a chanté ce son. C'est le signe du fa, parce que le fa est dans nos traditions. Il a dit ceci. Me bar leur mouno, vous répondez Thierry. Me bar leur mouno, Thierry. tabi remé. Thierry. Djerbang bijek, Thierry. nyorbang maok. Thierry. Lalbang da mourbenang me laldab kembe. Thierry. Lalbang da mourbenang me laldab kembe. Thierry. Pendant qu'il le dit et qu'il pleure et qu'il se rappelle ce que sa mère lui avait dit. Ne bois pas, ne mange pas, ne cherche pas de gros titres. Reste là où il y a les chèvres. Pendant qu'il pleure dans la prison. Parce que les gens ont dit, ah, son bonboc là, et où il a amené ce qui n'était pas dans la tradition. Vous pensez que il y a un initié qui peut inventer quelque chose de nos jours. C'est vous, vos mémoires ont été effacées et on vous a privé du nectar de la connaissance mystique. C'est pour ça que vous avez l'impression que ce qu'on vous apporte n'a jamais existé. Parce que dans votre conscience, ça n'a jamais existé. Parce que vous n'avez jamais brillé par vos qualités pour pouvoir recevoir un tel nectar venant des ancêtres. C'est pour ça que mes émissions sont d'abord des délivrances très très profondes. Pendant qu'il pleure et qu'il se rappelle ce son, il pleure, parce qu'il en a fait des mots de sa mère une chanson. Il y a un voisin qui passe, qui est aussi dans le monde de Fétomé. Il entend l'enfant pleurer. Il se rappelle de la dame qui donnait les conseils à cet enfant. Il dit, ça c'est la voix de l'enfant de cette dame. Il s'en alla voir la dame, expliquer à la dame qu'on a attrapé ton fils. Il a parlé où il ne fallait pas. Il a répondu où il ne fallait pas répondre. Il a ouvert sa bouche où il ne fallait pas. Il n'a pas écouté tes conseils. Voici ton fils ici, en prison. Il sera tué dans 3 jours. Si tu ne fais rien, qu'est-ce que la maman a fait? Elle s'est levée. Elle est allée au marché et elle a acheté un pain blanc. La prison où son fils était gardée par des animaux sauvages. Elle a acheté 7 souris. Elle est venue avec le pain blanc et 7 souris au niveau des égouts de la prison de son fils. Elle a appelé son fils. Il a répondu, maman. Elle lui a dit, viens. Il s'est approché. Elle a fait passer les souris dans les égouts.
Et les animaux ont commencé à poursuivre les souris dans toute la prison, au lieu de surveiller la prison. Et elle a pris le pain blanc. Elle l'a donné à son fils. Elle lui a dit, donne-moi le pain noir. Il a donné le pain noir à sa mère. Sa mère est rentrée. Une fois qu'elle est rentrée, lorsqu'on est venu ouvrir la prison le lendemain, le pain était devenu blanc. C'est pour ça que quand vous venez à Sitsa, il y a des drapeaux blancs. Parce que là où on fait de véritables travaux mystiques, on met des drapeaux blancs d'abord. C'est pour ça qu'il y a les drapeaux blancs dans tous les lieux mystiques, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou véritablement on fait des travaux spirituels. Grâce à cet enfant, on a changé la loi de Fétomé. Et on a changé le drapeau. On a mis le drapeau blanc. On a dit, c'est le drapeau blanc qui va dominer dans les lieux de traitement occulte. Grâce à cet enfant. Et il a appris quelque chose. Que ce n'est pas dans tout qu'il faut parler. Et qu'il faut toujours avoir quelqu'un derrière qui te dit quelque chose et que tu devrais écouter. Parce que celui qui te donne un conseil est celui qui te sauvera demain quand tu seras en difficulté. C'est pour ça que les émissions au cœur du secret ne sont pas seulement des émissions où je donne des conseils ou que je révèle le monde occulte. C'est pour appeler également les gens à venir au traitement. Parce que celui qui t'a dit ne dors pas là où il y a les hommes, dors où il y a les chèvres. C'est la seule personne qui sait comment te sauver lorsque tu seras en difficulté. Je vais éviter d'une façon subtile de parler des traditions des gens. Mais je dis à tous ceux qui m'écoutent, ne construisez pas sur un cimetière. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut accepter que son sommeil éternel soit perturbé. C'est une demeure. C'est la maison de quelqu'un. Pour que les gens comprennent un peu les conséquences du fait de construire sur un cimetière, je vous les donne tout de suite. Mais il faudrait que je passe par un exemple. Tout ce que je dis depuis le début a un sens. Et ce que je vais dire l'est encore plus. Il y a une dame qui a acheté un terrain. Avec beaucoup de sous. Et ce même terrain a été vendu à quelqu'un d'autre après elle. Ils sont allés en procès. La dame, elle avait des moyens. Et même celui qui a acheté le terrain avait des moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le procès a duré 13 ans. Personne n'a jamais construit sur le terrain. La dame, elle est venue me voir. J'ai dit à la dame, ceux qui m'ont initié m'ont interdit de parler sans consultation. Parce que tout ce qui n'est pas dit à partir de la consultation est un mensonge. J'ai dit à la dame, on va aller sur le terrain. Elle m'a dit, bon, tu es lourd. Tu ne peux pas te déplacer. J'ai dit, je dois aller sur le terrain parce que 13 années, c'est quand même trop. Ah oui, papa. Il faut donc que j'arrive sur le terrain. Elle était fière. Je suis arrivé à Oja. Quand je suis entré sur la parcelle, j'ai vu que ce terrain-là avait été donné au grand-père des propriétaires
à la condition qu'il donne sa fille en mariage au monsieur qui avait la terre. Il a accepté le terrain. Au moment de donner sa fille en mariage, il a refusé de donner. C'est un terrain qui s'étendait sur 10 hectares. Il a refusé de donner la fille en mariage et il est même allé tuer le propriétaire du terrain qui lui avait donné pour que le monsieur ne réclame plus. Il faut m'écouter, ma fille. A tué pour rester avec le terrain. Il est resté avec le terrain. J'ai trouvé le monsieur qui avait dealé avec son ami, c'est-à-dire le grand-père des propriétaires, avec des derniers vendeurs. J'ai trouvé le monsieur assis au terrain. Quelqu'un qu'on a tué depuis, il est assis. Et quand je lui ai posé la question, ça fait combien de temps il y a eu ce litige, il me dit, ils craignent avec lui une injustice qui a plus de 70 ans. Et que toute personne qui va venir pour acheter ce terrain ne l'aura pas jusqu'à ce que justice soit faite. Et la dame ne comprenait rien de ce que je faisais. Et il m'a raconté comment les fils de ce monsieur, il les a maudits et ils se sont entretués entre eux, c'est-à-dire les enfants du grand-père, c'est-à-dire qui est le père des derniers vendeurs. Lui et ses frères se sont entretués pour le terrain parce que le terrain est bien placé et tous sont morts pour le terrain. Ils ont laissé les fils et les cousins. Les fils et les cousins avaient des habitations qui étaient là et les plantations sont en guerre, se sont découpés avec des machettes pour le même terrain. On fait des ventes, des triples ventes et tout et tout. Ça n'a jamais donné. Et lui qui réclame justice est assis et il est l'auteur de tout cela. Tu as raison, mais tu as tort. Ton argent ne suffit pas. Je crois que quand je commence comme ça, ceux qui regardent la vidéo sont très calmes. Il faut construire pas sur les cimetières. Attends, je vais finir. Ils se sont entretués dans cette forêt. Le sang s'est versé. Maintenant, leurs fils qui sont restés décident donc de se partager dans le terrain. Ils ont entamé le titre foncier. Ils ont fait un titre foncier collectif. Maintenant, il faut le diviser. Il faut vendre le terrain. Maintenant, au moment où l'autre vend, l'autre vient revendre à l'autre. Au moment où l'autre vend, l'autre vient revendre à l'autre. Au moment où l'autre vend, l'autre vient revendre à l'autre. La dame me dit donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que j'entre en possession de ce terrain? J'ai dit à la dame clairement, ce qu'il faut faire avant d'aller plus loin, c'est d'abord de régler le litige qu'il y a entre le grand-père et son ami qui l'a abusé. Ça veut dire, en tant qu'initié, il faudrait demander pardon à l'esprit de celui qu'on a tué et dont on n'a pas donné la fille. Parce que toute cette famille, aucune fille ne va en mariage. Aucune fille, tous sortent avec les hommes, font des enfants, pas de mariage. Sortent avec les hommes, font des enfants, pas de mariage. Imaginez un acte malhonnête parce qu'on ne vend pas la terre. On ne vend pas la terre. Ce qu'on reçoit comme héritage, on ne vend pas. On donne la terre. On ne la vend pas. Donc, j'ai dit on va demander pardon à l'esprit du monsieur. Et le monsieur, une fois qu'on aura terminé, il me dira ce qu'il faut faire. Et une fois que je l'aurai fait, tous ceux qui sont sur le dossier vont désister parce que eux-mêmes, c'est de la manipulation. Et tu récupéreras parce que c'est toi qui as fait justice à ce grand-père qui a été tué.
Et donc, son fils ne s'est jamais marié avec la fille du monsieur. C'est ce qui se passe. Vous voyez donc que sur un terrain qui ne se vend pas, dont on cherche le client, on ne trouve pas, dont on fait tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'on a essayé de faire, on n'a pas pu. Il y a des corps qui se cachent derrière. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur la plateforme CITA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines, et le programme c'est Au cœur du secret. Nous sommes en immersion dans une thématique particulière. Pour vous qui nous suivez depuis le début, nous parlons de cimetière. Est-ce un habitat fait pour les vivants? La question est en train d'être étayée de main de maître par Sa Majesté Dr Mbombok Ory-Yehuda Wayak, qui est donc notre guide ascensionné et qui nous permet justement de nous immerger dans ce monde de l'au-delà, ce monde de l'invisible, afin de pouvoir nous approprier et d'intégrer ce qu'est réellement les cimetières. Une question était fondamentale lors de son déroulement. S'il vous était donné que l'on construise une maison au-dessus de votre tête, quel serait votre sentiment? Aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir quel est le sentiment ou à quoi sommes-nous exposés lorsque nous construisons une maison sur un cimetière, sur une sépulture. Nous laissons le soin au vénérable maître de continuer à nous guider à la compréhension de cette thématique. Alafia Papa. Tiens. En langue bassa, on dit de Rakoba Nekwa, qui est Keribak Soulbase, c'est-à-dire à l'époque de nos ancêtres, lorsque quelqu'un mourait par noyade, par assassinat, par électrocution, par accident de voiture, on n'enterrait jamais cette personne dans la maison. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la symbolique des enterrements et je garderai cela pour la tradition, pour nous, parce qu'on ne dira pas tout. Alafia Papa. Mais lorsque quelqu'un est malade ou quelqu'un n'a pas eu une bonne mort, on éloignait son corps et on mettait son corps à la direction où son esprit nous guidait pour pouvoir faire qu'il se repose afin qu'il puisse être connecté au chemin de l'au-delà. L'habitude était donc que on enterrait les personnes qu'on aimait, qui sont mortes d'une belle mort, dans une pièce de la maison. Ça a été quelque chose qui a toujours été fait, bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas enterrer les bonnes personnes dehors. J'explique ce qui était fait avant. Lorsque un corps était dehors, qu'on enterrait dehors, c'est parce que cette personne était morte d'une mort assez douloureuse. Pour d'autres raisons que je ne vais pas donner ici. Mais aujourd'hui, il n'est pas interdit que les gens soient enterrés à l'extérieur. Pourquoi donc l'enterrement? Et pourquoi on ne peut pas vendre le lieu où ses ancêtres ou le lieu où quelqu'un a été enterré? Il faut bien m'écouter. Oui, Ce qui fait la tradition est ce qui ne fait pas la déportation. Ce qui fait la tradition, ce ne sont pas les vivants. Ce qui fait la tradition, ce sont les morts que l'on enterre sur une terre. Ce sont ces morts-là, de par leur vibration,
qui peuvent aujourd'hui nous permettre de recevoir ce dont nous avons besoin. Ça veut dire quoi? Tu as une terre où tu as enterré un enfant, tu as une terre où tu as enterré un parent, tu ne peux plus jamais vendre cette terre. Pourquoi? Parce que c'est cette terre-là qui est ton village. C'est cette terre-là qui est ce qu'on appelle Job Jong, donc ton nombril. C'est là que vient le mot Job. Parce que dans la tradition négro-africaine, Job, comme on peut le dire, le nombril, est également le même mot pour dire Job, qui veut dire angle, qui vient également du mot Job, qui veut dire Dieu. C'est pour ça que dans la tradition, on ne montre pas son nombril lorsqu'on est une femme. On le cache parce que c'est le lieu où Dieu se trouve en réalité. Et c'est une porte. Bajop, ceux qui entrent. Babouk, les dévanciers, qu'on appelle encore les ancêtres. Okay. Donc, lorsqu'on enterré, c'est donner le statut au peuple d'ancêtre. Ancêtre, c'est donc quoi en définition? L'ancêtre, ce sont les anciens êtres. Ancien être, ancêtre. Ça veut dire ceux qui ont été là avant nous. Ce sont les anciens êtres. Nous sommes les nouveaux êtres. Et quand on meurt, on devient ancien être. Ça veut dire, ils sont ce qu'on appelle, nous sommes un prolongement des anciens êtres. Un vêtement qu'on vient d'acheter, il est nouveau, il deviendra ancien, mais il ne changera pas de forme. Il se moulera dans le corps qui a l'habitude de le porter. Que le vêtement soit neuf ou que le vêtement soit vieux, la silhouette ou les mesures par lesquelles, ou ce qu'on appelle en couture le patron, les mesures par lesquelles le tissu a été taillé pour l'individu, ne donnera que pour cet individu-là, ou tout au moins une corpulence qui respecte les mesures de ce vêtement. Mais la vieillesse ou la jeunesse n'était pas la chose la plus importante. C'est celui qui porte le vêtement. C'est pour ça que vous devez savoir, il y a un lien très fort entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont partis. Parce que ceux qui sont partis sont ceux qui sont vivants. Et ceux qui sont vivants sont ceux qui vont partir. Parce que le vêtement est fait selon les mesures de l'individu qui le porte. Donc, une fois qu'on enterre quelqu'un, c'est là que la tradition subsiste. C'est pour ça que toutes les églises peuvent tout faire, tout ce qu'ils veulent faire. Ils reviendront au village pour enterrer les individus. Pourquoi? Parce qu'il est important que l'on respecte ce qu'on appelle les lois de la terre. Les lois de la terre signifient qu'une terre vibre. Quand vous allez dans un village, vous allez vous rendre compte que le temps qu'il fait dans un village n'est pas le temps qu'il fait dans ton village. Pourquoi? Parce que les différentes actions, il y a des villages où l'atmosphère est lourde, il y a des villages où l'atmosphère pèse, il y a des villages où l'atmosphère est fluide. Le temps qu'il fait dans un village est la preuve que des gens ont été enterrés dans ce lieu. Donc, lorsque vous décidez de mettre quelque chose dans la terre, il faut savoir que les premiers artisans ou les premiers ouvriers ou les premières personnes qui vont devoir juger ce que tu mets dans la terre ne sont rien d'autre que les anciens êtres. Parce que ce sont eux qui assurent ton prolongement et qui peuvent décider que ce que tu fais ne doit pas nuire parce que c'est le même corps. Je suis en train d'expliquer de façon technique. Alors, lorsque des guerres arrivaient quelque part où qu'on devait détruire un endroit pour réaliser quelque chose, la tradition demande qu'on fasse des rituels d'exhumation de ces corps-là et qu'on donne un autre lieu où on va aller installer. Parce que le mot village, c'est une ville qui a de l'âge. Ça veut dire le village, tout comme l'ancêtre, c'est un ancien être.
le village, c'est une ville qui a de l'âge. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait le village de ce qu'il est? C'est l'âge de ce dernier. Et l'âge de ce dernier n'est pas le premier occupant de ce lieu. C'est le premier occupant qui a amené les ossements les plus anciens, qui donnent l'ancienneté lorsqu'on l'appelle nouveau. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Lorsque je serai déporté dans un endroit et qu'on respecterait les rituels d'exhumation et qu'on me donnera les ossements de mes ancêtres, si je vais m'installer dans une nouvelle terre, cette terre n'est pas nouvelle parce que les ossements de mes ancêtres rendent ce lieu vieux. Oui. Ça veut dire, si je prends l'os de mon ancêtre qui a 400 ans, je l'amène dans une nouvelle terre et que j'appelle un archéologue, ceux qui font archéologie, qui disent qu'ils découvrent là, de venir faire des datations, il trouvera l'os, il va dater l'os, mais il ne va pas dater la terre. Il va dire cet os-là est ancien de plus de 400 ans. Vous voyez alors que la terre, elle est nouvelle. C'est pour ça que j'ai dit, ce sont les anciens êtres qui rendent la ville âgée, qui donnent de l'âge à la ville. Donc le mot village. Oui. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait un village? Ce sont les gens qui ont été enterrés qui donnent l'âge à ce village.